Merci à tous de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Jeff Bentley et bienvenue au séminaire pour présenter la boîte à outils RTB. Nous sommes à la journée 2 et aujourd'hui, c'est la journée de l'indépendance péruvienne. Donc aujourd'hui et demain sont des fériés au Pérou. Donc nous voulons vraiment remercier le suivi de semences, l'analyse du réseau d'impact, euh, une partie sur le manioc et les enchères expérimentales. Donc, prenons une minute pour revoir les règles du jeu. Donc, vos vidéos doivent être éteintes, aussi bien que votre audio. La séance est en train d'être enregistrée et vous pouvez mettre vos questions dans la chat box. Et s'il vous plaît, utilisez le bouton Q&A, c'est-à-dire questions-réponses, pour vos questions. Nous avons de l'interprétariat simultané de l'anglais au français et de l'anglais à l'espagnol. Donc, vous pouvez choisir le bouton qui est en bas de votre écran pour sélectionner la langue que vous souhaitez écouter. Alors, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Pendant les présentations, vous pouvez écrire des questions dans la partie Q&A. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la présentation soit finie pour poser vos questions. Donc, laissez vos questions dans la boîte Q&A et non pas dans la chat box. Et ensuite, le présentateur va répondre à vos questions pendant la séance de questions-réponses. Et s'ils ne peuvent pas répondre à toutes vos questions à l'oral, euh, ils vont essayer d'y répondre par écrit plus tard. Et nous allons écrire un document bientôt, très bientôt, qui va avoir les questions aussi bien que les réponses. OK. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par écouter Connie Alman-Kinders. Elle est une des leaders de cette initiative de boîte à outils et elle va réviser les séances d'hier et nous ouvrir la porte à nos séances d'aujourd'hui. Donc, Connie, c'est à toi. Connie, tu as ton microphone éteint. Ok, je vais essayer de faire quelque chose comme ce que tu viens d'annoncer. Il y a quelqu'un qui va faire tourner les diapositives de mon PowerPoint puisque moi, je ne peux pas faire tourner les diapositives et en même temps regarder mes commentaires, hein. Donc, pour la personne qui va s'occuper dans mon PowerPoint, il faut que vous sachiez qu'il y a aussi de l'animation. Donc, il y a quelque chose qui va apparaître en termes d'animation à chaque fois qu'on tournera la page. Ok, c'est super de voir qu'on a beaucoup de participants et hier, on était vraiment très contents aussi avec l'intérêt que vous avez porté à tous les sujets. Beaucoup d'entre vous êtes probablement venus à la présentation d'avant-hier, mais peut-être pas tous. En tout cas, l'introduction d'aujourd'hui est pour rappeler ce qu'on a fait avant-hier. Donc, c'est un peu un récapitulatif et en même temps une orientation pour la journée d'aujourd'hui. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ah, elle a éteint son microphone. On ne peut pas l'écouter, je suis désolée. Désolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai éteint le microphone. Donc, je vais recommencer. Le premier jour, nous avons introduit la chaîne d'outils, la boîte à outils RTB. Les systèmes de semences sont des systèmes complexes qui ont beaucoup d'éléments et les cultures RTB en particulier euh, ont un problème avec les semences, puisque les semences sont volumineuses et périssables, et elles sont aussi très fragiles vis-à-vis des pestes et des maladies. Donc, l'idée, c'est de pouvoir contribuer à ces systèmes de semences avec toutes sortes de recherches et avec une approche interdisciplinaire, par exemple l'agronomie, l'économie, la pathologie. Toutes ces différentes disciplines sont présentes et comme beaucoup d'entre vous le savent, les chercheurs ont tendance à vouloir travailler dans leur propre bulle. Ils essayent de travailler de façon isolée parce que comme ça, ils sont moins embêtés par d'autres disciplines qui leur
qui les perturbent. Donc, notre système, en ce sens, est assez unique parce que nous avons décidé que nous voulons trouver une connexion entre les différentes disciplines, entre nous et entre les différents outils et méthodes. Donc, nous avons décidé de développer un type de travail interdisciplinaire et, et ce caractère interdisciplinaire se reflète dans les outils de la boîte à outils. Et donc, maintenant, nous allons regarder l'animation. Voilà. Donc, ça, c'est les outils interdisciplinaires dans la boîte à outils. Et grâce à leur nature interdisciplinaire, ils sont qualitatifs, ils sont orientés, ces outils sont orientés qualitativement et quantitativement. Prochaine diapo. Alors ici, vous allez voir une présentation schématique du système de semences. Et comme vous l'avez vu avant, ça s'appelle aussi la chaîne de valeur des semences. Alors là où j'ai mis les étoiles bleues, c'est les outils qui ont été présentés avant-hier. Donc vous avez le cadre multipartie intéressé. Donc cet outil inclut tout le système de chaîne de valeur des semences. Et les autres outils que nous avons présentés la journée 1 sont le 6, le 7 et le 8. Ces outils se concentrent sur la partie où les agriculteurs utilisent les semences et les variétés. Donc, le 6, c'est des cas d'études exploratoires petit n. Je veux revenir à la partie interdisciplinaire de ces outils. Maintenant, vous pouvez voir l'animation qui vient d'arriver et ce qu'on peut voir, c'est que le cadre multipartie intéressé, c'est un outil surtout qualitatif, ce qui va dire que l'information collectée avec cet outil est surtout de l'information écrite, ce sont des mots, c'est de l'information des parties intéressées par rapport à ce qu'ils savent sur la chaîne de valeur des semences et quelles sont leurs perspectives par rapport aux défis et aux opportunités pour améliorer le système des semences. Alors que les autres outils, les outils 6, 7 et 8, marqués par des étoiles bleues aussi, sont des outils qui sont d'une nature beaucoup plus mixte. Ce sont des outils qui collectent de l'information quantitative aussi bien que qualitative. Donc, donc, ils collectent des numéros et des outils, et des mots, pardon. Et donc, ce sont des outils qu'on appelle des outils à méthode mixte. OK? Et maintenant, vous avez vu apparaître les étoiles rouges. Est-ce que je voulais mentionner aussi? Alors, nous avons entendu vos questions avant-hier et nous nous sommes rendus compte que vous êtes surtout formés à de la recherche quantitative. Donc, peut-être que vous êtes moins familiarisés avec les outils qualitatifs, mais ici, les règles du jeu sont un peu différentes. Nous ne faisons pas surtout de la statistique, par exemple. Ça, c'est différent que quand on utilise des outils qualitatifs. Quand on utilise les outils qualitatifs, il faut apprendre des nouvelles règles du jeu. Il faut prendre ceci en considération dans notre contexte où c'est souvent les numéros et les chiffres qui dominent. Alors, la raison pour laquelle je mentionne cela, c'est pour les questions qui ont été posées le premier jour. Donc, il faut qu'on garde à l'esprit que nos outils sont très uniques et que tout le monde n'est pas habitué à ce type d'outils et à leur nature. Ce que je voulais dire aussi, c'est que nous avons ces mêmes difficultés avec le mélange du qualitatif et du quantitatif lorsque nous avons commencé à développer ces outils il y a 8 ans, parce que nous sommes des chercheurs qui sommes venus de nos propres disciplines et nous avons voulu mélanger tous ces outils. Donc, nous avons oublié combien il est unique d'essayer de créer ces outils issus de différentes méthodologies et disciplines. Donc, de retour au programme, revenons à nos moutons. Alors, plus d'étoiles sont apparues et ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est vous présenter les outils qui sont indiqués par les étoiles rouges. Alors, d'abord, l'étoile rouge avec le numéro 9, ça c'est les enchères expérimentales. Ça, c'est le dernier outil que l'on va présenter aujourd'hui, mais c'est un outil qui, comme les outils 6, 7 et 8, a à voir
avec ce que les agriculteurs aiment choisir et avec ce qu'ils aiment payer et combien ils aiment payer pour les variétés et les semences. Et si on revient à ces enchères expérimentales, c'est surtout un outil quantitatif. Il travaille avec des chiffres, mais il regarde quand même un peu l'aspect qualitatif. Les autres outils que nous allons vous présenter aujourd'hui sont les 2, 3 et 5. Nous avons l'analyse du réseau d'impact, le localisateur de semences et le suiveur de semences. Et nous avons aussi des outils indiqués avec des étoiles vertes. J'espère que je ne suis pas allée trop vite pour les interprètes. Alors, vous pouvez voir que ces outils vous permettent de comprendre différentes parties de la chaîne de valeur. Ceci vous permet de vous rendre compte alors, si je veux par exemple comprendre une partie de la chaîne de valeur, il faut que je regarde quel outil est porté sur cette partie de la chaîne de valeur ou quels différents outils sont portés sur cette partie de la chaîne de valeur pour que je puisse les utiliser et même les mélanger. Prochaine diapo. Alors, ça, c'est l'autre point d'entrée où vous pouvez poser des questions similaires. Par exemple, je suis dans une phase de mise en place. Alors, quels sont les outils logiques à utiliser pour ce que je veux faire, pour ce que je veux savoir? Ou peut-être que j'ai des questions sur le système de semences et je devrais peut-être regarder ceci du point de vue du diagnostic pour voir quel outil je peux utiliser et combiner. Alors, ici, nous avons l'atelier 1. Nous sommes en fait à l'atelier numéro 1 et nous sommes en juillet, c'est le 28 juillet et nous faisons la présentation des outils. La combinaison des outils est utile et pertinente pour ceux qui vont être avec nous dans le travail de terrain d'août et de septembre, parce que cette combinaison d'outils va nous permettre de faire une application de terrain avec notre soutien. Et j'invite aussi le reste de l'audience à penser quels sont les systèmes pertinents de la chaîne de valeur pour vous et pour vos équipes. Et donc, quels outils vous intéressent ou quelle combinaison d'outils vous intéresse. Prochaine diapositive. Alors, ça, c'est pour vous dire, voilà le résumé d'avant-hier. Si vous n'avez pas visité le site web, visitez-le et pensez à ces aspects du système de semences et partagez vos questions dans la boîte à chat. Je vous redonne la parole, Jeff. Merci beaucoup, Connie. Et maintenant, nous allons passer à notre première présentation. Nous allons écouter à nouveau Fleur Kilvinger. Elle va nous parler du suivi de semences. Fleur est doctorante à Weiningen. Alors, je crois que Fleur est en... Bonjour, je m'appelle Fleur Kilwinger. Bienvenue à cette présentation sur le suivi de semences. Le suivi de semences peut être utilisé pour mapper les flux de semences, les flux d'informations ou comment les diapositives peuvent se disséminer. Et l'ensemble de données peut aussi informer, excusez-moi, alors quel est le niveau et quels sont les usages du suivi de semences? Le niveau régional, national ou entre pays. Et les usagers sont les concepteurs d'intervention de semences, les applicateurs, les évaluateurs, les analystes et aussi les personnes qui conduisent une analyse de réseau d'impact. Quel est le produit et quelle est l'audience? Le produit est une compréhension quantitative des liens entre les acteurs clés du système de semences. Et l'audience, c'est les usagers que nous avons mentionnés avant, aussi bien que les décideurs politiques, les lobbyistes et les donateurs.
Alors, quelle est la taille minimale de l'échantillon pour le suivi de semences? Alors, l'outil identifie les liens entre les acteurs dans un système de semences et le lien peut être établi entre un minimum de deux acteurs, hein. Mais le plus vous identifiez de liens, le plus précis votre panorama du système de semences sera. Les études de suivi de semences peuvent donner des résultats significatifs, hein, et peuvent quand même être faisables, hein, en termes de collection de données s'ils impliquent 50 à 500 répondants. Et les petits échantillons peuvent couvrir une... Alors, les petites tailles d'échantillons peuvent montrer un système de semences à un petit niveau, alors que les échantillons grands sont utiles à un niveau national ou international. Alors, les ressources nécessaires. Alors, elles dépendent de la taille de l'échantillon et de la taille de la zone étudiée. Alors, pour des études petites avec une ou deux personnes, on aura besoin de une ou deux personnes. L'équipement sera alors un outil d'enquête digitale, du transport, hein, et un logiciel en R ou Excel. Les logiciels sont nécessaires pour l'analyse des données. Alors, en termes d'expertise, les enquêteurs, hein, ont besoin de collecter les données et ils ont besoin de parler la langue locale et comprendre les termes agronomiques clés tels que les types de variétés. Il faut aussi qu'ils connaissent euh, Excel et le logiciel ou le logiciel en R, hein, et les chercheurs qui analysent les données doivent savoir comment euh, processer les données, comment traiter les données. Alors, par rapport au temps, ce type d'étude peut être faite à n'importe quel moment, mais c'est mieux de le faire euh, quand ce n'est pas le moment du sourçage, parce que certains agriculteurs à ce moment ont déjà le matériel, autres sont en train de le chercher. Donc, on va avoir une image un peu déformée si on fait cette étude pendant le sourçage de semences. Alors, c'est aussi important de savoir où est-ce que les agriculteurs trouvent cette semence, hein, sourcent cette semence. Et alors, si c'est le début du projet, ils peuvent donner un panorama du système de sourçage de semences. Alors, combien dure ce type d'étude? Ça dépend du type d'échantillon, ça dépend du nombre de questions, de la stratégie d'échantillonnage et du nombre d'enquêteurs que vous avez. Si vous avez une stratégie d'échantillonnage en boule de neige, le transport va prendre beaucoup de temps. Et l'échantillonnage aléatoire peut aussi prendre beaucoup de temps puisque les agriculteurs peuvent être à beaucoup de distance, donc il faut plus de temps de transport, hein. Mais un échantillon simple ou relativement simple peut être mené au téléphone, ce qui le rend plus facile aussi bien que plus rapide. Alors, comme toute étude, hein, il faut partir d'une conception de qualité. Donc, l'étape 1, c'est de faire une conception d'études appropriée pour décider, par exemple, quelle est la taille de l'échantillon, quelle est la stratégie d'échantillonnage, hein, et quel type de matériel de plantation va être suivi. L'étape 2, c'est de pré-tester l'outil. Et l'étape 3, c'est de collecter des données à travers des enquêtes. Alors, l'étape 4, hein, c'est le traitement de données en utilisant de préférence un logiciel en R, hein.
Et l'étape 5, c'est de visualiser le réseau pour analyser. Alors, ce type de méthode peut être combiné avec beaucoup d'autres types de méthodes. Par exemple, une enquête de foyer, c'est-à-dire une enquête de foyer qui peut utiliser un groupe d'acteurs et obtenir de l'information de leur part, hein, par exemple de l'information démographique. Euh, Ça peut être aussi combiné avec une méthode de volonté pour les études. Ceci peut être inclus pour comprendre comment le réseau peut-être changé en fonction de la volonté des agriculteurs de payer, d'adopter, de tester ou de changer, etc. Ça peut être mélangé aussi, cette méthode peut être mélangée aussi avec les données agronomiques. Alors, l'information sur le genre ou autres caractéristiques socio-économiques des répondants est très importante, très intéressante. Lorsque les agriculteurs individuels sont échantillonnés, le genre des répondants peut être différencié dans les résultats pour répondre à des questions liées au genre. Alors, quelles sont les limitations du suivi de semences? L'échantillonnage en boule de neige est une méthode très appropriée pour sélectionner les participants. Dans la pratique, ça peut être très difficile de l'appliquer, par contre, cet échantillonnage en boule de neige, parce que parfois, c'est difficile, parce que parfois, les acteurs identifiés à travers l'échantillonnage en boule de neige peuvent être loin. Alors, on peut aussi ne pas avoir leur information de contact ou pour d'autres raisons, leur information de contact peut ne pas être partagée. Et donc, ceci peut résulter dans un biais dans l'échantillon. Par exemple, lorsqu'on fait le suivi de personnes qui habitent près, mais pas de personnes qui habitent loin. Alors, les principaux avantages du suivi de semences, c'est qu'il fournit une visualisation des systèmes de semences. Ceci peut rendre plus facile d'identifier dans quelle partie du système de semences on peut faire des interventions pour avoir plus d'impact. Aussi, cette méthode constitue la base pour faire une analyse du réseau d'impact. Bonjour à tous, merci beaucoup d'avoir écouté la présentation. Et maintenant, je peux continuer avec les questions. Bien, Fleur. Maintenant, je vais te dire toutes les questions qui ont été posées. Donc, ta première question vient de Carl Walt et il demande faire appliquer cette méthode avant l'achat de semences va créer une espèce d'idéalisation. C'est lorsqu'ils sont en train de prévoir d'aller sourcer? Oui. La question... Oui, je crois que c'est définitivement possible. Et c'est peut-être pas intentionnel. Ils peuvent avoir quelque chose à l'esprit, mais une fois que l'opportunité réelle apparaît, ils vont changer d'avis. Donc oui, 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 oui. C'est mieux de leur demander où est-ce que vous avez acheté vos semences plutôt que où est-ce que vous prévoyez d'acheter vos semences. Très bien. Une autre question de Charles Tabor qui demande, il semblerait que l'étape numéro 1 est la définition des questions qui doivent être répondues. Est-ce que tu as des exemples de questions spécifiques que les équipes RTB ont essayé de répondre? Oui, j'ai oublié de présenter cela, de mentionner cela, mais j'ai inclus une petite image et c'est d'un réseau où on a essayé de repérer des points clés. Donc, il y a des personnes qui propagent beaucoup de semences. Et ça, c'était pour la gestion de la santé, parce que si les personnes partagent beaucoup de semences, elles peuvent aussi partager beaucoup de pestes et de maladies. Donc, si on sait quelles sont ces personnes et si on sait s'il y a une épidémie, on sait quelles personnes on doit quarantainer et quelles sont les mesures qu'on doit prendre.
Donc ça, c'est par exemple les nodules clés dans un réseau. OK, super. Nous avons une autre question de Jan Lowe qui dit s'il te plaît, fournis un exemple pratique de comment tu pourrais appliquer le suivi de semences. Est-ce que tu demandes des noms, des localisations, des qualités de semences? Oui, nous avons fait cela dans plusieurs cas. Alors, tu vas sur le terrain, tu sélectionnes tes agriculteurs et tu choisis de faire un échantillonnage aléatoire ou un échantillonnage en boule de neige. Et alors, tu les places sur une carte et tu demandes aux agriculteurs de noter la qualité. Tu peux aussi faire des mesures sur le terrain, si par exemple il y a des maladies qui sont présentes. Donc, tu peux vraiment ajouter beaucoup d'informations à une étude de suivi de semences. Donc, l'idée, c'est de mettre toute l'information qui va de où est venue la semence jusqu'à où elle est arrivée. Et tu peux Et s'il y a des informations que tu veux savoir sur les transactions, par exemple, tu peux poser des questions supplémentaires. Excellent. Nous avons une autre question de Mark Tukula qui demande comment est-ce que le suivi de semences va contribuer au problème ou va, disons, gérer le problème des variétés qui portent différents noms dans différentes parties des pays. Oui, en effet, ça c'est un problème. Et nous avons fait une étude de suivi de semences récemment. Alors, nous avons une liste de tous les noms dans les différentes zones. Et ce que nous avons fait, c'est de renommer la variété, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, ce qu'on peut faire, c'est un exercice d'empreinte digitale. Ça, c'est plus cher, mais c'est aussi plus précis. Donc, ça, c'est une possibilité. Donc, nous essayons toujours de trouver une institution qui peut nous donner des noms locaux, parce qu'en général, elles ont des idées sur les noms locaux, de l'information, des connaissances sur les noms utilisés localement. Nous avons une question de Anna Wamache qui dit comment est-ce que tu gères des réponses multiples quant au sourçage d'un seul répondeur, comme par exemple des centres de recherche, des répondeurs locaux, etc. Donc, par exemple, une personne peut obtenir ses semences de trois endroits différents. Donc, comment est-ce que le suivi de semences gère cela? Alors, pour le rendre plus facile, c'est mieux de penser quel type de suivi on va faire et dans quel type de cadre temporel. Donc, par exemple, tu peux demander quelle est l'origine euh, de cette semence ou où est-ce que tu as trouvé ta semence la saison dernière. Donc, tu vas peut-être obtenir des réponses multiples, mais tu vas pouvoir le visualiser dans le réseau et ça va créer plus de liens. Donc, c'est important d'établir des limites parce que sinon, tu ne sais pas ce que tu es en train de suivre, hein. J'espère que ça répond à la question. Oui, il me semble que oui. Et si ce n'est pas le cas, je suis sûre qu'on nous posera d'autres questions. OK, nous avons une question de Beizo, Drugunola, qui nous dit les agriculteurs chez nous utilisent beaucoup de semences gardées et recyclées, surtout pour les semences RTB. Et peut-être qu'ils ne se souviendront pas d'où vient la semence. Oui, ça c'est très vrai. Alors tout d'abord, on peut travailler avec des semences gardées. Et donc, on peut, par exemple, mettre sur une carte qui sont les personnes qui font ceci. Et si les agriculteurs ne se souviennent pas d'où est venue la semence, ça, c'est une limitation qui est difficile de résoudre. Elle peut créer aussi des biais. Par exemple, si par exemple la semence est venue
d'un voisin, c'est facile de s'en souvenir, mais si on en a acheté un jour où on a trouvé qu'une semence était belle, alors c'est plus difficile de s'en souvenir. Donc, en ce sens-là, c'est vrai qu'il y aura un biais qui est difficile de surmonter. Super, merci. Nous avons une autre question de Carl qui dit, nous parlons de suivi de semences, entre guillemets, mais les semences peuvent voyager sur des distances que les RTB ne peuvent pas voyager. Alors, est-ce qu'il y a des limites par rapport au... Oui, en effet, les semences RTB ne voyagent pas beaucoup. Donc, est-ce que cette distance... Excusez-moi, j'ai une coupure d'audio. Je dois dire que je suis surprise parce que parfois, les gens transportent leurs semences sur de longues distances en camion ou en moto. Donc, les semences se transmettent d'une frontière à l'autre, mais je ne sais pas pour les autres récoltes pour les autres cultures qu'ils ont mentionnées, parce que peut-être qu'ils traversent des distances encore plus grandes. Ok, super, merci. Nous avons une autre question de Danez Mounia Barame qui demande comment l'étude de suivi de semences peut améliorer le système de semences. Oui, comme dans l'exemple que j'ai donné plus tôt. Si par exemple on sait quels sont les nodules les plus importants, alors on va pouvoir travailler avec ces nodules pour stopper une maladie parce qu'on sait quelles sont les personnes qui propagent beaucoup de semences et donc probablement beaucoup plus de maladies aussi. Qui n'ont pas accès, peut-être voir qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Donc, c'est grâce au suivi de semences qu'on peut répondre à ce type de questions. Et sur la base de cette information, on peut concevoir une intervention. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on évite la propagation de certaines maladies ou comment est-ce qu'on inclut de la semence. Alors, euh, c'est, comment est-ce qu'on suit les semences transportées par les animaux? Oui, ça c'est surtout pour les semences en graines. Pour les RTB, c'est pas vraiment valable puisque les RTB sont des semences très volumineuses. Donc, nous ne prenons pas en compte les animaux. Oui, nous sommes surtout concentrés sur les personnes parce que les semences RTB sont trop volumineuses pour être transportées à l'intérieur des animaux. Ça, c'est pour les graines. Donc, nous n'avons pas d'autres questions pour toi, Fleur. Nous avons certaines personnes qui ont aussi écrit des réponses sur le chat. Donc, Eric Delaki a dit que dans son travail dans l'Asie du Sud-Est, ils ont documenté euh, n'est pas vrai. Oui, parfois les semences sont transportées sur des distances très longues. Et sur certains continents, on va bouger les semences en avion. Sur d'autres euh, continents, on va les bouger en camion. Mais on peut quand même dire que les distances sont longues et même qu'elles traversent des frontières internationales. Les semences traversent des frontières internationales. Historiquement, le manioc, en plus, est arrivé d'Amérique du Sud jusqu'en Afrique. On n'est pas sûr comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. On a une question de Mihiretu Chedinek qui dit que dans les systèmes connus clairement. Donc, comment est-ce que le suivi de semences aide à comprendre ceci?
Je suis désolée, j'étais distraite. Alors, la personne nous demande, dans les systèmes de semences informels, les sources réelles de la semence, des semences peuvent ne pas être connues. Donc, comment est-ce que le suivi de semences, et dans certains cas, c'est pas possible de faire du suivi parce que les agriculteurs ne se souviennent pas ou ils n'ont pas d'informations de contact ou peut-être que parfois ils ne veulent pas donner l'information. Donc, il faut essayer de son mieux. Parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, mais il faut quand même essayer. De mon expérience, il y a des agriculteurs qui se souviennent et après, il y a d'autres agriculteurs qui confirment cette information, des institutions qui confirment aussi les informations. Donc, c'est possible, mais c'est vrai que ça a certaines limites. Bon, merci beaucoup, Fleur. Je crois que maintenant, on doit finaliser cette partie. Merci à tous pour une bonne pour une bonne séance de questions-réponses bien animée. Donc maintenant, on va parler de l'analyse du réseau d'impact. C'est Karen Garrett qui va nous présenter l'analyse du réseau d'impact. Karen est professeure à l'Université de Floride. Elle s'occupe de la pathologie de plantes et elle est dans le département de pathologie végétale de système alimentaire, hein, et content d'avoir Karen ici avec nous. Vas-y, Karen, la parole est à toi. Je vais parler de Impact Network Analysis, analyse du réseau d'impact. Le but de l'INAS, c'est de scénario pour évaluer les résultats ou les produits d'un système de semences. Donc ici, nous avons des questions types répondues par cette méthode. Donc par exemple, quels sont les lieux qui sont particulièrement importants pour la gestion de système? Donc, pour savoir, par exemple, comment faire pour qu'un pathogène ne se disperse pas dans un système. Alors, une autre type de question, c'est par exemple, comment est-ce que les bénéfices du système sont distribués par genre et par âge? Donc, quand nous considérons un système de semences et nous le caractérisons en termes de réseaux qui en font partie, nous pouvons voir euh, les personnes qui sont positionnées sur le réseau et on peut déterminer si leur position est liée à leur genre ou à leur âge ou pas, ou si c'est un système équitatif. Nous pouvons voir aussi quels sont les changements nécessaires dans le système pour que le système soit plus équitable. Puis il y a un autre type de question, la troisième question. Comment est-ce que les subventions et les politiques influencent les résultats du système? Donc, est-ce qu'il y a des subventions, par exemple, ou des politiques qui font que tout le monde choisit la même variété de semences, ou est-ce que tout le monde choisit le même type de contrôle de peste, etc. Quatrième type de question, est-ce que les observations qu'on voit au fil du temps sont alignées avec les objectifs de suivi et d'évaluation d'un projet? Alors, le modèle de l'analyse du réseau d'impact a ce type de structure. Donc, il y a un réseau socio-économique. Ça, c'est un réseau de personnes qui font des décisions, qui prennent des décisions sur l'adoption de variétés ou sur l'adoption de différents types de gestion, comme par exemple pour protéger la santé des semences. Et ensuite, ce réseau est lié avec un réseau de mouvements de semences et de pathogènes.
Donc, on a le réseau d'en haut qui est fait de personnes qui prennent des décisions. euh, et ces décisions impactent aussi le réseau qu'on voit en bas, qui est le réseau de mouvements, semences et de pathogènes. Donc, l'analyse du réseau d'impact mélange ces deux réseaux, combine ces deux réseaux pour pouvoir voir comment un système impacte l'autre. Donc, le système socio-économique impacte le système de mouvement de semences et de pathogènes et vice-versa. Donc, ce sont deux réseaux qui bougent ensemble et qui déterminent s'il va y avoir ou pas du succès dans le système, dans son ensemble. Donc, l'analyse du réseau d'impact peut être utilisée à différentes échelles. Alors, on peut parler de quelques fermes ou même d'une seule ferme s'il y a du mouvement de semences à l'intérieur de la ferme. On peut aussi l'utiliser sur un village, sur un pays ou sur une région. Et les usagers sont les personnes qui conçoivent, mettent en place ou évaluent les systèmes de semences. Et cet outil ou cette méthode peut être aussi utilisée par des personnes à différents niveaux euh, d'expérience avec la programmation. Alors, par rapport au produit et à l'audience, le produit sont des analyses de scénarios qui répondent à des questions clés identifiées par le groupe de recherche euh, et aussi des nouvelles informations pour donner de la priorité à certaines études de terrain. Comme par exemple, les questions sont par exemple des questions de qu'est-ce qui se passerait si sur la gestion potentielle euh, et les changements de politique. Donc, l'audience sont les concepteurs d'intervention de semences, les applicateurs, les évaluateurs, les praticiens, les chercheurs, les donateurs et les euh, faiseurs de politique ou les décideurs politiques. Alors, si on parle de taille minimale de l'échantillon pour l'analyse du réseau d'impact, l'analyse du réseau d'impact, que je vais appeler ARI, peut être utilisée pour considérer des scénarios hypothétiques sans nécessairement de collection de données. Euh, mais lorsqu'on a besoin d'estimations précises pour un système en particulier, c'est nécessaire d'avoir assez de données pour caractériser le système. Donc, si le système est très compliqué et très hétérogène, on va avoir besoin de plus de données pour le caractériser. Alors, les ressources et le temps pour utiliser le ARI. Si les données sont déjà prêtes ou si on considère un scénario hypothétique, il faut penser au nombre de personnes, au moins une personne pour organiser les données et pour définir quels sont les scénarios intéressants. En termes d'équipement, il faut un ordinateur avec un logiciel R. Donc, le R est gratuit, donc il faut juste avoir un ordinateur disponible pour faire l'analyse. Et en termes d'expertise, il faut qu'au moins une personne de l'équipe ait de l'expérience pour évaluer des modèles biologiques et agricoles en R. Et le ARI peut être utilisé à n'importe quel moment dans un projet de système de semences quand il y a des données ou des concepts disponibles. Et plus de données sont disponibles, plus les résultats seront précis. Alors, le ARI, sa durée. Euh, alors, on peut aussi estimer les paramètres pour le modèle euh, à partir d'un ensemble de données compliquées, mais ceci peut prendre quelques semaines. Et s'il y a de nouvelles variations sur le code existant, alors, ou s'il y a des nouvelles,
ou s'il faut des nouvelles variations sur le code existant sont nécessaires, alors cela peut prendre plus de temps aussi. Alors, quels sont les pas ou les étapes à suivre? Alors, tout d'abord, il faut décider sur les questions qui vont être demandées lorsqu'on va utiliser l'analyse du réseau d'impact ou ARI, de façon individuelle ou en groupe. La deuxième étape est d'estimer les paramètres du modèle à partir des données existantes ou de définir un scénario hypothétique. Et puis 3, collecter de nouvelles données pour décrire les systèmes de semences sur le terrain. L'étape 4, c'est d'utiliser les estimations ou de l'information de scénario général dans le programme R pour évaluer les scénarios. L'étape 5, c'est d'évaluer les produits du modèle à la lumière des questions. On peut travailler, par exemple, avec de la littérature déjà publiée, logique sur le terrain. Et on peut travailler aussi avec des nouvelles études sociales sur le terrain, qui, par exemple, caractérisent la prise de décision des agriculteurs et la structure des systèmes de semences, par exemple. Qui partage la semence avec qui échange la semence avec qui, dans quelle partie est-ce que les personnes ont tendance à échanger de la semence ou à acheter de la semence. Donc, il y a d'autres outils dans la boîte à outils qui peuvent aider à caractériser ces systèmes. Donc, par rapport au genre, on peut utiliser ce type de questions, par exemple. Si le genre influence l'accès à la gestion, par exemple, les variétés résistantes, les options pour la sélection de semences, l'achat de semences propres, quelles sont les implications du succès des agriculteurs au fil du temps? Ou par exemple, si le genre influence la position d'une personne dans les réseaux de semences, quelles sont les implications? Ou s'il y a ou comment est-ce que les systèmes de semences ont besoin de changer pour être plus équitatifs par rapport au genre ou à d'autres caractéristiques humaines? Donc, on peut voir la structure plus large et pas seulement comment un individu obtient d'influence les mouvements de semences dans le réseau ou sur les réseaux. Donc, par rapport à la dernière question, comment est-ce que les systèmes de semences ont besoin de changer pour devenir plus équitatifs par rapport au genre ou par rapport à d'autres caractéristiques humaines? Donc, c'est important de voir quels sont les changements qui sont nécessaires pour que le système devienne plus équitable. Alors, quelles sont les limitations de collecter suffisamment de données sur la structure des systèmes de semences pour donner des recommandations précises sur la base de l'analyse du réseau d'impact? Alors, certaines analyses peuvent être limitées euh, pour discuter les traits généraux des systèmes. Donc ça, c'est vraiment une limitation forte. Il faut avoir suffisamment de données pour bien caractériser un système si l'objectif est de donner des recommandations précises. Alors, quels sont les principaux bénéfices ou les principaux avantages de l'analyse du réseau d'impact? Alors, l'analyse du réseau d'impact améliore notre compréhension de comment les systèmes de semences fonctionnent et de quelles sont les stratégies qui auront probablement le plus de succès. Alors, pour donner quelques exemples ici, nous avons des cas récents, une introduction du modèle et une illustration de scénarios généraux pour la gestion
régionale de maladies et la gestion de variétés de cultures. Merci beaucoup pour votre attention. Je suis Karen Garrett et voici mon adresse mail si vous avez besoin d'être en contact avec moi pour plus d'informations. Et il y a aussi quelques liens pour accéder à plus d'informations telles que le guide de l'usager et la fiche d'information. OK, merci Karen. Nous avons maintenant une question de Seken Geveyeho en Éthiopie qui demande quel... Je suis désolée, l'audio a coupé. Combien de personnes pour conduire une analyse de réseau d'impact? Oui, merci pour cette question. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nous t'entendons. Alors, si tu es en train de construire une équipe de rêve pour conduire une analyse du réseau d'impact, tu vas vouloir présenter 3 types de disciplines. Donc, il faut une personne avec de l'expérience dans l'utilisation de R et les modèles, une autre personne qui soit familiarisée avec les aspects biologiques du système. Donc, par exemple, si on considère les maladies dans un système, il faut quelqu'un qui sache comment fonctionne cette maladie dans le système. Et puis, une personne avec de l'expérience en sciences sociales qui sache comment penser les interactions humaines dans le système. Donc, ces 3 types de personnes sont les 3 types de personnes idéales pour constituer l'équipe. Et si tu peux représenter ces expertises par plus d'une personne, c'est encore mieux. Il y avait une méthode qui s'appelait Sondeo qui était très utilisée et qui a été un peu oubliée. Elle a été conçue avec un maximum de 6 personnes parce que c'est le nombre de personnes qui rentreraient dans une voiture. Alors, nous avons une autre question. Alors, j'ai perdu le nom de la question. Je suis désolée. J'ai perdu le nom de la personne qui a posé la question, mais j'ai la question. Parfois, le type de variété est choisi selon les préférences du client. Dans quelle partie de l'analyse est-ce que cette partie est capturée? Oui, merci pour cette question. Si nous pensons à une variété qui bouge dans un réseau d'agriculteurs, hein, et pour plus d'un réseau, par exemple, ou si on considère plus d'un réseau, par exemple, dans le chat, quand Fleur présentait, j'ai envoyé le lien d'une étude par Anderson et là, on avait de l'information sur le mouvement en fonction de variétés multiples. Et là, on peut le voir comme... Ça, c'est différents réseaux. Donc, si on le voit comme différent, voir différents réseaux, c'est important pour comprendre pourquoi une variété peut avoir beaucoup de diffusion, alors qu'une autre variété a une diffusion limitée. Et certaines outils qui vont être présentés ultérieurement vont nous permettre de savoir pourquoi certaines variétés bougent le plus, hein, ou bougent plus, hein. Ce qu'on peut observer, c'est la comparaison ou faire d'autres analyses pour savoir qui accède à une variété versus qui accède à d'autres variétés. Et si tu connais la structure du réseau, tu ne sais pas forcément pourquoi ceci a lieu. Mais dans ce cas-là, tu utilises d'autres outils de la boîte à outils. Tu peux comprendre pourquoi les personnes ont pris ces décisions. Donc, une fois que tu as le réseau pour une variété, que tu as le réseau pour une autre variété, si les deux, par exemple, portent probablement un pathogène, tu peux essayer de voir comment les combiner pour voir comment les risques se combinent. Mais dans
L'exemple d'Anderson que j'ai donné sur la chatbox, certaines variétés avaient à voir avec les pommes de terre, avec d'autres non. Excusez-moi, mais la qualité de l'audio n'est pas très bonne. OK, super, hein. Nous avons une autre question maintenant de Anna Wamache qui est la question suivante. Est-il vrai, est-il correct de supposer que Larry euh, prend en compte des données longitudinales et donc quelle est la période d'évaluation? Alors, combien est-ce qu'on doit reculer historiquement? Oui, merci pour cette question. On peut, on peut parler de périodes courtes ou de périodes plus longues. Si on combine de l'information d'une période longue, l'information va être plus difficile à interpréter puisque certains liens vont représenter ce qui s'est passé il y a 10 ans alors que certains liens vont représenter ce qui se passe maintenant. Donc, il faut définir quel est l'intervalle sur lequel on veut mettre l'emphase, mais on peut utiliser aussi, donc on peut parler de période historique ou de période actuelle selon les données qui sont disponibles. Alors, Jorge suggère, hein, il parle de comment le suivi de semences et l'analyse du réseau d'impact peuvent travailler ensemble. Le suivi de semences, comme disait Fleur, hein, est une façon de collecter de l'information pour caractériser euh, comment est le mouvement des semences. Donc, une fois qu'on a compris comment est le réseau des semences, on peut répondre à quelques questions immédiatement, comme par exemple, on peut par exemple considérer avec quelle fréquence est-ce qu'un genre donne des semences à l'autre genre. Et si tu veux faire un autre pas, tu peux utiliser cette information pour aller dans l'ARI, l'analyse du réseau d'impact, hein. Et dans l'analyse du scénario, tu peux voir quelles sont les implications du réseau. S'il y a une nouvelle variété dans le système, comment est-ce qu'elle bouge dans le système ou si une maladie entre le système, comment est-ce que le pathogène a tendance à bouger dans le réseau et quels seraient les changements hypothétiques qu'on pourrait faire dans le réseau qui rendraient le pathogène plus lent ou au contraire hein, aiderait à sa diffusion. Alors, nous avons 2 minutes et 2 questions. Samuel demande si on peut utiliser l'analyse du réseau impact pour mesurer l'effectivité de certaines interventions de système de semences. Oui, ça c'est un des aspects les plus intéressants. Si tu évalues euh, comment est un... Je suis désolée, mais la qualité d'audio n'est pas très bonne. Alors, si une variété entre dans une région, qui va avoir accès à cette variété? Supposons elle, qu'à travers un programme éducatif ou à travers des subventions, on peut changer qui a accès à la semence. Alors, on pourrait modifier le réseau. On pourrait s'assurer que les personnes dans une région ou si on peut augmenter le nombre de liens et le type de lien qu'il y a dans un système. Alors, quelles sont les implications logiques si on essaie d'introduire une nouvelle variété? Alors, une question finale pour toi, Karen, rapidement. Est-ce qu'on peut utiliser l'INA ou l'ARI pour mesurer... Non, excuse-moi, je suis en train de te poser la même question qu'avant. Je suis désolée, je suis confus. Alors, ça, c'est la question de Samuel. Merci pour la présentation. J'aimerais savoir hein, s'il est possible de valider l'analyse du réseau d'impact et à quelle étape, hein, à quel stade. Oui,
ça peut être difficile de bien caractériser un système et de savoir les conséquences logiques, mais ça peut être aussi difficile de pouvoir tout valider. Donc, dans certains cas, il faut juste avoir l'idée que l'analyse est spéculative, mais une fois qu'on a plus de données sur un système, et surtout si on a des données temporelles, on peut commencer à valider l'analyse du réseau d'impact en voyant qu'est-ce qui se passe au fil du temps et ce qui se passe au fil du temps et ce que l'on attendait ou ce que l'on espérait. Si tu veux faire de la validation, tu dois avoir des systèmes de semences multiples. Donc, il faut penser à différents degrés de validation en fonction de si on a des données plus petites ou si on a des données plus larges concernant, par exemple, plusieurs villages et plusieurs interventions. Ok, super. Karen, merci beaucoup. Et maintenant, nous allons avancer. Nous allons écouter Lava Kumar. Lava Kumar est chargée de virologie à l'Institut d'agriculture tropicale au Nigeria. Il a aussi inventé le localisateur de semences. C'est un plaisir de t'avoir ici avec nous, Lava. Bonjour, je suis Lava Kumar. Je suis au Nigeria et je vais vous présenter le Seed Tracker ou le localisateur de semences qui est un des outils de la boîte à outils RTB. Maintenant, je veux mentionner certains défis qui ont donné lieu à la naissance du localisateur de semences. Alors, les systèmes de semences RTB sont dominés par des producteurs de semences informels. La chaîne de valeur des semences est fragmentée et il y a des brèches d'information quant à où, qui, quoi, et il y a un potentiel, il y a un potentiel non réalisé des acteurs de la chaîne de valeur des semences. Alors, avec ces défis en tête, nous avons créé le localisateur de semences. C'est un outil digital multimodulaire pour le développement de systèmes de semences. L'idée, c'est de pouvoir mapper et intégrer les acteurs de la chaîne de valeur des semences. On peut aussi, de cette façon, simplifier on peut de cette façon aussi simplifier les régulations de semences et l'assurance de la qualité des semences. Elle offre aussi un directoire ou un cahier d'adresse des variétés améliorées, des producteurs de semences accrédités et de l'accès à la semence de qualité. L'avantage du localisateur de semences, c'est qu'il est flexible, à adapter pour n'importe quelle récolte, à n'importe quel pays ou n'importe quel langage. Le localisateur de semences a une interface web et une entrée de données à travers des comptes d'usagers pour avoir plus de sécurité et de privacité. Les formes de collection de données sont digitales et sont utilisables sur le web aussi bien que sur des téléphones Android ODK et travaillent aussi en dehors de toute connexion. Il y a une extraction GPS automatique pour les cartes. Il y a des images, ça dispose d'images liées à des GPS et aussi il implique aussi des données et il y a aussi du sorting de données et d'autodonnées. Alors, dans quelle partie
est-ce qu'on peut utiliser le seed tracker dans le système de semences? Alors, nous sommes dans la partie 3, comme vous pouvez le voir, hein, c'est l'outil 3, et nous pouvons aller de la génération précoce de semences jusqu'à la partie de marketing. Alors, je vais parler d'un cas d'utilisation du localisateur de semences. Alors, on l'a utilisé dans les systèmes de semences de manioc au Nigeria. On a utilisé le localisateur de semences pour renforcer et pour formaliser les systèmes de semences du manioc. On a amélioré la production et aussi l'approvisionnement ou l'offre de semences de qualité pour des variétés de manioc améliorées. Et on a on a créé des conditions pour des entreprises de semences de manioc qui soient durables aussi bien que profitables. Alors, pour arriver à cette mission, nous avons procédé à une digitalisation de la chaîne de valeur de la semence de manioc au Nigeria. Et donc, nous sommes allés du registre ou de l'enregistrement de producteurs jusqu'à l'enregistrement sur le terrain, l'inspection sur le terrain, l'assurance de la qualité ou la certification, et puis au marché. Le localisateur de semences inclut un guide pour la qualité de la semence de manioc. Non, excusez-moi. Après un pilote en 2016, chaque année, de 120 à 200 producteurs de semences de manioc sont enregistrés sur le localisateur de semences de manioc. Ici, nous avons les données qui vont de 2016 jusqu'à 2020. Les données que vous voyez sont regroupées par année de production et groupées aussi par type ou par type de semence. On voit des données surtout de la zone sud-ouest. On voit ici les terrains qui produisent du manioc au Nigeria depuis 2016. La carte ici montre la production de semences de reproducteurs et on peut, par exemple, entrer dans le détail de chaque site. On peut voir l'information sur la variété en cliquant sur le lien ici. On ouvre une fenêtre différente où on a l'information sur l'adaptabilité géographique pour plusieurs zones. On a aussi des photos du tubercule qui montrent sa forme et sa couleur. Et on peut aussi se connecter avec le producteur. L'usager doit uniquement entrer de l'information sur quelle variété il cherche, en quelle quantité et pour quelle date. Et c'est possible aussi, comme je disais, de se connecter avec le producteur à travers WhatsApp. L'idée d'avoir toutes ces caractéristiques, c'est de permettre euh, accès à la semence, donc accès au marché. C'est possible de se mettre en contact avec le producteur de semences. Et donc, cette caractéristique aide euh, à marketer les variétés qui sont produites au Nigeria. Ici, on peut vérifier aussi, on peut faire aussi un suivi de la demande concernant différentes variétés.
et les moyens pour accéder à des semences de qualité. Ici, par exemple, nous avons les variétés qui ont été plantées en 2020 et nous avons aussi le nombre de champs. Et on peut ainsi faire un suivi des changements au fil des années pour les différentes variétés. Et il y a une caractéristique automatique qui permet de transformer l'information dans dans des graphiques comme celui que nous avons vu. Alors, on peut télécharger cette information sur Google Play. Pardon, on peut télécharger cette application sur Google Play, hein, et on peut accéder à des semences dont la qualité est certifiée pour du manioc et pour des variétés de manioc simplifiées. Donc, une fois de plus, l'idée ici, c'est de pouvoir aider à distribuer des variétés saines et de qualité, aussi bien que de soutenir les producteurs dont la qualité a été certifiée. Alors, ça, c'est un outil officiel, hein, pour la certification digitale ou numérique, hein. C'est le Seed Tracker de NASC. NASC, c'est une autorité de régulation. Donc, voici comment un système peut être utilisé pour du suivi, pour accéder à une semence de qualité, aussi bien que pour de la régulation. Alors, par rapport au temps et à la durée de Seed Tracker, le Seed Tracker ou le localisateur de données concerne toutes les parties du cycle de projet. On peut par exemple faire du suivi et de l'évaluation avec cet outil. On peut aussi utiliser cet outil pour de l'apprentissage. On peut l'aussi utiliser pour identifier des problèmes, pour définir la portée d'un problème, pour faire un diagnostic, pour faire de l'analyse. Alors, par rapport au niveau et à l'utilisation, comme je l'ai déjà dit, cette application a été utilisée depuis 2018 en Tanzanie. Elle peut être utilisée pour différentes cultures, hein, dans différents pays et pour une diversité d'usagers. L'outil a été utilisé au Nigeria, comme je vous disais aussi en Tanzanie, et l'outil a été aussi, il est en train d'être piloté au Ghana et dans d'autres pays. Donc, c'est un outil très flexible qui s'adapte à plusieurs pays, langues et à plusieurs parties de la chaîne de valeur de la semence. Alors, quels sont les produits? Quel est le produit et quelle est l'audience? Le produit, c'est de l'information sur les semences et sur les activités du système de semences en termes de big data. L'audience, c'est les producteurs de semences, les régulateurs de semences. Alors, quelles sont les ressources nécessaires, hein, pour utiliser les localisateurs de semences et quels sont les pas à suivre pour l'adopter? Alors, avant de commencer à l'utiliser, il faut définir, hein, quelle est la raison ou quel est l'objectif pour lequel cet outil est utilisé. Pour la préparation et le pilotage de cet outil, il faut adapter le seed tracker ou les caractéristiques du seed tracker aux besoins définis de l'usager. Il faut aussi faire des tests pilotes, une formation. En termes d'expertise, il faut de l'expérience de base dans l'utilisation d'outils liés à Internet, hein. En termes de durée, on peut prévoir une semaine.
quelles sont les limitations de cet outil? Alors, cet outil dépend de l'accès à Internet et aussi d'avoir un outil comme un smartphone. Quels sont les principaux avantages de cet outil? Alors, c'est un outil dont le design ou la conception est centré sur l'usager. Donc, toutes les applications, toutes les parties de cet outil sont personnalisables pour s'adapter aux besoins de l'usager. C'est aussi un outil qui peut être mis à l'échelle. C'est un outil qui soutient la prise de bonnes décisions et c'est aussi un outil qui est effectif en termes de coût. Alors, merci beaucoup à nos partenaires, le NASC et le CRS, aussi bien que Yams for Livelihoods, Google.org et Basics2. Vous pouvez avoir plus d'informations en utilisant les liens qui sont ici et vous pouvez aussi me contacter par email. Merci, Lava. Nous avons plusieurs questions pour toi. Commençons par la question de Lawrence Ken. Est-ce que SeaTracker peut simplifier la certification des tiges et faciliter le marketing de tiges produites au Nigeria? Merci, Lawrence, pour cette très bonne question. Dans la question, tu as souligné deux objectifs très importants qui sont à la base de SeaTracker. Comment simplifier la certification? Le système digital qui est inclus dans le localisateur de semences a été créé pour être aligné avec les besoins régulatoires pour qualifier la semence. Alors, et ceci évite de devoir visiter des bureaux et remplir des papiers, des documents, ce qui a aidé beaucoup à désengorger le système. Et par rapport à l'aspect du marketing, comme je vous montrais tout à l'heure dans la présentation, un des bénéfices de l'utilisation de SeaTracker est la visibilité. Une fois que l'application a été téléchargée, tous les usagers reçoivent des notifications, comme par exemple lorsqu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une semence, les autres usagers vont recevoir des notifications par rapport à ceci. Donc, on va aussi pouvoir avoir accès, pouvoir voir, visualiser les vendeurs qui sont autour de nous ou les vendeurs qui sont en train de marketer une nouvelle variété ou une variété spécifique. Donc, voici ce que permet le localisateur de semences. Une question de Daniel Mandoa. Nous avons beaucoup de problèmes pour travailler sur le système du manioc au Malawi. Est-ce que je peux utiliser cette application et l'adapter au Malawi? Maintenant, nous avons la technologie SAH qui a l'air d'être très bonne pour nos défis dans la chaîne de valeur. Oh oui, en fait, c'est assez facile d'adapter le localisateur de semences au Malawi. Comme j'ai mentionné, il faut mentionner l'utilisation. Comme j'ai mentionné, il faut définir l'utilisation. Est-ce que vous voulez l'utiliser au niveau local ou au niveau national? Si vous voulez le faire au niveau national, il faut travailler avec le régulateur pour nous assurer que nous sommes alignés avec euh, les exigences du régulateur national. Donc, l'outil est très flexible et je suis tout à fait prête à travailler avec vous. Nous sommes en lien avec le département ou le programme du manioc chez vous. Donc, on pourrait adapter l'outil à vos besoins. Voici une question
de Peter Millay, qui est en Tanzanie. Il dit, en Tanzanie, nous avons aussi comme institut de vérification des semences. Ils ont le même rôle que NASC au Nigeria. Donc ça, c'est un commentaire plutôt qu'une question. Oui, qui est déjà en train de piloter notre application pour la Tanzanie. En fait, nous sommes en train d'avoir une collaboration fructifère. Voici une question de Jean Mbili qui dit, cher Lava, comment est-ce que tu assures ou tu vérifies la qualité de la semence déclarée au niveau du producteur? Comment est-ce que les inspecteurs vérifient la qualité de la semence avant la certification? C'est fait de deux façons. Alors, qui peut utiliser Seed Tracker ou le localisateur de semences? C'est un outil pour les producteurs qui sont centralisés. C'est pour les producteurs qui sont déjà en train d'être analysés par les agences de régulation. Et il y a un module séparé qui facilite l'inspection. Donc, ils n'ont pas besoin de remplir des formulaires parce qu'une fois que l'information est envoyée à l'agence de régulation, ils vont envoyer un inspecteur qui est proche du terrain pour faire l'inspection. Et c'est les inspecteurs qui entrent l'information dans le système pour qu'il y ait un système unique. Et donc, une fois que la semence est accréditée, ceci apparaît sur le système. Mais si la semence n'est pas certifiée, n'est pas approuvée, elle ne va pas apparaître sur le système. Donc, cet agriculteur, si par exemple il ne passe pas l'inspection, ne va pas pouvoir vendre sa semence, même s'il peut récolter et consommer ses racines et les vendre sur le marché. Quels ajustements techniques sont nécessaires pour adapter l'outil pour autres cultures, comme par exemple la patate et la patate douce, la pomme de terre ou la pomme de terre douce? C'est surtout pour le planning et la gestion de la culture. Certaines cultures sont plantables pendant plusieurs années, alors que le manioc, par exemple, se plante une seule fois. Donc, en fait, il faut adapter les cycles de culture aussi bien que les caractéristiques de propagation de certaines maladies. Donc, ce sont des changements de programmation. Nous avons déjà développé tout pour les différents RTB. Donc, ce sont des modifications qui peuvent être faites rapidement. Et on peut aussi l'adapter aux céréales, comme par exemple au maïs. C'est quelque chose que nous avons déjà fait au Nigeria. Donc, nous avons un commentaire de Daniel Mundiwa qui dit, je suis en train de travailler pour RTA au Malawi. Ah, ok. Donc, c'est alors beaucoup plus facile de se connecter. Anna Wamache a 3 questions. Est-ce qu'il y a une phase d'intégration avec les systèmes ICT qui existent déjà dans les pays et quelles sont les leçons apprises par rapport à l'application de cet outil dans le système informel en Tanzanie? Est-ce que le localisateur de semences intègre aussi le mouvement des semences entre frontières? Alors, ce sont des questions vraiment difficiles. Alors, la première question est facile en fait. Par rapport à l'intégration avec des systèmes ICT, ça dépend de quel système ICT on parle. Si c'est une organisation qui promeut la semence ou si c'est des agences de régulation. Nous avons de l'expérience dans les deux. En général, ça dépend du pays où l'on est. Par exemple, on a travaillé avec l'agence de régulation nationale ici. Ils ont un système ICT. Une fois que le système est passé par toutes les vérifications, on l'a envoyé au système de NAST. Mais
Ceci requiert en général consultation avec l'unité d'administration de données et sur comment on va faire ce transfert. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut généraliser. Et ce qui est important, c'est que cette intégration est en fait assez simple. Nous avons intégré le localisateur de semences avec d'autres systèmes ICT déjà établis. Donc, la transition doit être assez simple en principe. Par rapport à la deuxième question, quelles sont les leçons apprises par rapport à l'application du localisateur dans les systèmes informels en Tanzanie? Pour l'instant, nous l'avons fait uniquement pour le manioc et ceci a été piloté comme partie d'un projet. Les personnes ne sont pas habituées. Alors, l'outil doit être présenté à tous les acteurs de la chaîne de valeur et il faut leur expliquer quels sont les bénéfices et qu'est-ce qu'il faut pour l'adopter. Il faut les former, il faut leur expliquer comment utiliser l'outil et comment inclure les données. Dans le secteur informel, nous avons aussi différents niveaux. Tous les producteurs ne sont pas les mêmes au niveau informel. Alors, il y a certaines parties intéressées qui savent utiliser des outils ICT. Et pour eux, l'apprentissage est assez rapide, alors que pour d'autres acteurs, ils ne sont pas du tout habitués au système ICT, ils ne sont pas habitués au portable, et donc il va, il va falloir les former, il va aussi falloir leur fournir les outils nécessaires pour travailler, puisqu'ils n'ont pas de portable ni d'Internet. Donc, c'est important que cet outil puisse être adopté par tous les acteurs, surtout les acteurs à la base. Je suis désolée de t'interrompre, mais en fait, nous sommes un peu en retard, donc je dois avancer. Ok, je vais écrire les réponses en ligne. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Merci beaucoup pour la présentation. Et maintenant, nous allons parler des enchères expérimentales. Nous allons écouter Eric Delaki, qui est chercheur au Laos. Il a écrit un document fascinant sur les flux du manioc dans l'Asie du Sud-Est que vous devriez absolument lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc Eric, la parole est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Eric. Je suis content de vous présenter les enchères expérimentales pour les semences. Alors, quel est l'objectif de l'utilisation des enchères expérimentales? On veut comprendre la demande pour la semence et la volonté de payer pour la semence. Alors, les questions qu'on peut poser sont par exemple, combien est-ce qu'une personne ou un groupe paierait pour obtenir de la semence ou accepterait de payer pour utiliser des semences? Et quelles sont les caractéristiques et les conditions qui affectent ce prix? Donc ici, par exemple, nous avons deux variétés de manioc qui ont des susceptibilités différentes à la maladie mosaïque. Donc, quelles sont les volontés de payer pour ces deux variétés? Alors, cette méthode doit être utilisée au niveau de groupes d'agriculteurs, et on peut le faire à différentes échelles, par exemple sur un village, sur un district, une province ou même au niveau national, en fonction de ce que l'on veut faire. Pour les usagers, on parle des concepteurs d'intervention de semences, les applicateurs, des praticiens et aussi des acteurs de business qui veulent comprendre plus sur le marché. Ici, la carte nous montre une enchère qui a été réalisée par moi-même et des collègues à Lao l'année dernière. Et ici, nous avons travaillé au niveau de la nation. Nous avons choisi 20 villages dans 5 provinces. Donc, c'est pour vous donner un exemple d'échelle. Et je vais parler plus de cet exemple plus tard dans la présentation.
Alors, quels sont les résultats ou quels sont les produits qu'on obtient des enchères expérimentales? Alors, nous obtenons des prix pour les euh, semences qui sont qui ont des caractéristiques et des qualités variables. On obtient des estimations de la pénétration du marché à différents prix et une idée de la volonté à payer, les modèles de volonté à payer en fonction des caractéristiques socio-économiques. Vous pouvez voir ce graphique, par exemple. Vous pouvez voir les prix que les gens de leur village. Voyons que dans différentes provinces, il y a des valeurs différentes et parfois elles sont sous l'enchère moyenne et parfois elles sont sur l'enchère moyenne. Et donc les prix varient beaucoup dans les différentes zones. Alors l'audience pour cette information, c'est toute personne qui soit intéressée par la valorisation des caractéristiques des semences, les prix et l'adoption de variétés. Alors, pour comprendre cette présentation, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'une enchère. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent les enchères et d'autres non. Alors, l'idée, c'est qu'on veut que les personnes disent quels sont le maximum qu'elles pourraient payer pour obtenir un produit ou de faire cela. Euh, et pour qu'elles expliquent aussi et qu'elles expliquent pourquoi elles choisissent cette valeur. Alors, on a l'enchère anglaise. Ça, c'est l'enchère que vous avez vue sur la télé ou dans un film. Vous avez une femme ou un homme qui introduit les produits et qui demande aux personnes d'enchérir. Il commence avec un montant très petit et il commence à aller de plus en plus haut. Et c'est la personne qui enchérit le montant le plus élevé qui gagne. Et la personne doit avoir la possibilité de payer ce montant. Dans une enchère hollandaise, vous avez la même approche. Et par contre, ils commencent avec une valeur très élevée et ils la réduisent peu à peu jusqu'à ce qu'ils trouvent la personne avec l'enchère la plus élevée. Et donc, cette personne gagne et doit avoir la possibilité de payer. Donc ici, ces enchères sont rapides, tout le monde est dans la même salle et toutes les personnes voient ce que les autres personnes enchérissent. Mais après, on a les enchères secrètes. Les personnes écrivent sur un papier privé ce qu'elles sont prêtes à payer. Mais ici, non. Mais l'avantage, c'est que les gens peuvent enchérir de façon peut-être plus sincère. Nous avons aussi les enchères BDM où on a une personne qui enchérit on a une personne qui enchérit face à la personne qui est en charge de l'enchère. Les personnes qui enchérissent ne se rencontrent pas. Donc, ça prend plus longtemps, mais les personnes ont plus de temps aussi pour expliquer pourquoi elles sont prêtes à payer ce prix. Donc, ce que je vais présenter, c'est le troisième type. C'est les enchères qui sont confidentielles et qui sont faites à travers un papier qui n'est pas montré aux autres participants. Alors, quel type d'échantillon est-ce qu'on a? Alors, quel type de taille d'échantillon est-ce qu'on nécessite? Est-ce qu'on requiert? Alors, la taille d'échantillon dépend, est variable et dépend de vos besoins. Pour capturer une appréciation rapide des prix et des différences, vous avez besoin de dizaines ou de douzaines de participants. Ça peut être suffisant. Mais pour construire un modèle willing to pay ou volonté de payer statistiquement stable ou robuste avec une séparation appropriée des différentes caractéristiques de produits, vous avez besoin d'avoir plusieurs centaines de répondants.
Alors, pour les enchères expérimentales, hein, qu'est-ce qu'il nous faut comme ressources? Euh, une enchère BDM peut être menée par un seul commissaire-priseur, hein, avec des agriculteurs individuels. Les enchères en groupe requièrent plus de 3 personnes formées ou plus en fonction de la taille du groupe. En termes d'équipement, vous avez besoin de produits, de papier pour enchérir, d'un tableau avec des feuilles, de fiches pour enregistrer les données. Et en termes d'expertise, et qu'elle soit sensible à la méthode, il faut peut-être aussi avoir de l'expérience en analyse de données et en économie ou économétrie. C'est très important de mener ces enchères pendant la saison pic de demande de semences. Donc, il faut considérer les calendriers et les besoins des agriculteurs. Pendant les temps de récolte, ils sont disponibles seulement le matin. Alors, pour faire une enchère silencieuse, il faut 3 ou 4 heures, hein, si vous le faites en même temps qu'une enquête. Cela prend aussi beaucoup de temps de rencontrer les fonctionnaires locaux, et ça prend aussi du temps de sélectionner et de mettre ensemble les participants. Les tailles des groupes d'enchères doivent être toujours de la même taille dans tout l'expériment. Donc, si on commence par exemple avec une enchère de 10 personnes, il faut conduire d'autres enchères de 10 personnes tout au long de l'expériment. Et pour vous donner un exemple, nous avons fait une enchère avec 5 provinces, 20 villages à Lao. Et nous avons utilisé une équipe de 4 personnes et ceci nous a pris approximativement 12 semaines, et y compris au niveau des déplacements qu'on a dû faire dans le pays. Donc, voici quelques étapes pour faire l'enchère. On sélectionne les produits qui vont être produits de l'enchère. Ensuite, numéro 2, on décide le type d'enchère, hein, ou ce qu'on appelle le mécanisme d'incitation, mais en gros, c'est le type d'enchère. Et on détermine qu'est-ce qu'on veut comprendre sur les participants. Est-ce que, par exemple, on veut essayer de comprendre les gens d'une certaine région, les gens d'un certain groupe ethnique? L'étape numéro 3, c'est de développer les matériaux, de rassembler les matériaux. Ensuite, étape numéro 4, il faut développer une conception d'échantillons. Euh, L'étape numéro 5, c'est de créer une entrée de données et un plan d'analyse. Et l'étape numéro 6, c'est de considérer euh, c'est important de considérer la différenciation de genre et la différence sociale euh, selon le type de cas que vous êtes en train de conduire ou selon le type d'études que vous êtes en train de conduire. Étape 7, il faut former le personnel, y compris dans les enchères sur le terrain. Donc, il faut en faire des tests d'enchères, hein, des fausses enchères, hein, pour former le personnel au terrain. Euh, Ça, c'est très important avant de commencer les vraies enchères. L'étape numéro 8, c'est d'exécuter les enchères, hein. Il faut rester aussi proche du plan que possible. Et l'étape 9, il faut nettoyer les données et conduire l'analyse avec le logiciel que vous aurez choisi. Donc, il n'y a pas un logiciel obligatoire. Il y a des gens qui utilisent Stata. Vous pouvez utiliser Excel, R, SPSS. Ça dépend du niveau d'analyse que vous souhaitez avoir. Alors, quelles sont les méthodes qui peuvent être combinées avec les enchères? Alors, on peut combiner les enchères avec des enquêtes des foyers.
Par exemple, un modèle sur la volonté de payer peut inclure plusieurs variables, hein, et une bonne enquête qui accompagne l'enchère est clé pour obtenir des variables solides parmi lesquelles on puisse choisir. On peut aussi mélanger les enchères avec la chaîne moyen-fin. Les enchères peuvent vous donner accès au quoi. Elles peuvent vous aider à comprendre euh, quelle est la valeur que les personnes attribuent à différentes caractéristiques, mais l'outil chaîne moyen-fin peut fournir le pourquoi, c'est-à-dire et pourquoi ces caractéristiques font que ces personnes perçoivent une certaine valeur. Les enchères peuvent aussi être menées avec des discussions de type focus group ou des histoires de village. Ceci est utile pour contextualiser le contexte de chaque endroit et de comprendre les influences historiques derrière les choix des personnes. Alors, on peut faire des enchères en séparant les hommes et les femmes. Euh, sur la photo, vous avez plutôt une enchère qui a été mixte, mais il y a aussi des approches plus complexes. Alors, par exemple, on peut faire des enchères en séparant les hommes et les femmes, mais après, on peut faire des entretiens de foyer en faisant participer hommes et femmes ensemble. Alors, quelles sont les limitations? Il faut vraiment comprendre la théorie qui est derrière les enchères. Sinon, ça va être très difficile de répondre aux questions des participants sur le terrain sans créer de biais dans les réponses. Alors, il faut avoir très clair à l'esprit ce que l'enchère essaye d'obtenir ou de comprendre. Le personnel qui travaille dans l'enchère doit s'engager dans ce qu'on appelle des belles paroles pour minimiser le niveau d'excitation parce que sinon, les enchères peuvent devenir trop élevées de façon artificielle. Alors, quels sont les avantages principaux des enchères? On obtient de l'information de prix qui est plus réaliste que lorsqu'on fait des enquêtes, hein, des enquêtes simples. Quand on met des personnes en compétition et quand il y a une vraie possibilité d'acheter, on obtient des résultats beaucoup plus réalistes. Puis la méthode est flexible, on peut l'appliquer dans des marchés existants et on peut aussi l'utiliser pour évaluer des marchés potentiels. Donc, elle est assez flexible. Quelques exemples d'informations produites sont sur la droite. Ici, nous voyons un graphique de prix versus pourcentage de répondants pour pour la ligne bleue. Donc, si par exemple, on prend le prix 10 000, on voit que un important pourcentage apparaît plus haut ou plus bas. Donc, quel est le pourcentage qui aurait acheté à ces différents prix? Et donc, ça montre l'importance. Euh, Ici, on voit trois prix complètement différents. Voici des exemples de la volonté de payer de certains agriculteurs en Tanzanie et puis d'un autre expériment conduit en Ouganda. Et si vous voulez plus d'informations, je suis disponible et vous pouvez regarder le guide de l'usager et la fiche de description. Les deux sont disponibles sur le site web de la boîte à outils RTB. Donc, merci beaucoup et bonne chance avec vos enchères. Bonjour à tous. Bonjour Jeff. Alors moi j'ai un commentaire. J'étais très intéressée par ta remarque sur les belles paroles et je crois que ça c'est quelque chose d'important à dire, hein. Je crois que ça doit être assez facile de venir d'une institution, d'avoir l'air d'être quelqu'un de très important. Ça doit être assez facile de hausser le prix de la semence de façon artificielle, ce qui va en fait contre l'objectif de l'étude. Donc, en fait, comment est-ce qu'on gère hein, les attentes des personnes pour qu'elles ne soient pas trop excitées? Oui, oui, c'est le type de question que j'espère de toi puisque tu es un anthropologue. Donc, les belles paroles, ce ne sont pas un terme que j'ai créé. C'est plutôt un terme que j'ai trouvé lorsqu'on parle d'enchères. Ça fait partie du protocole.
Donc, on essaye de stimuler l'intérêt, la réflexion, la discussion, mais c'est aussi facile de se laisser emporter. Et parfois, par exemple, dans l'enchère anglaise, le commissaire-priseur essaye de faire le montant monter autant que possible. L'idée, c'est de maximiser le prix. Dans notre cas, nous avons un script que nous suivons à la haut, que nous avons suivi à la haut. Euh, le script est assez, pas ennuyeux, mais stable, hein. Et nous disons des choses pendant l'enchère, hein, pour euh, rappeler aux gens quelles sont les vraies caractéristiques ou les vraies qualités de ce que nous vendons. Donc, l'idée, ce n'est pas d'exciter les gens, mais que les gens aient à l'esprit euh, quelles sont les caractéristiques réelles, hein, pour qu'ils fassent des propositions réalistes, hein. Et donc, nous essayons de nous assurer que, par exemple, nous n'entrons pas au village avec un super véhicule, hein. Nous faisons les enchères dans un endroit qui soit humble. Et moi, j'essaye d'être en dehors de l'enchère, hein, aussi bien, autant que possible. Donc, je suis du côté pour assister, je suis à côté pour assister, mais une fois que j'ai entraîné les personnes qui vont le faire, hein, je les laisse faire. OK, super, hein. Nous avons certaines questions. Passons à la première, hein. Alors, Lawrence Ken demande, est-ce qu'il y a des exemples de résultats d'enchères qui soient utilisés de façon opérationnelle par les vendeurs de semences, ou est-ce que c'est seulement une méthodologie académique? Alors, il y a beaucoup d'exemples dans toutes sortes de produits. Dans les semences, l'utilisation d'enchères, hein, et surtout dans les cultures propagées végétativement est assez nouvelle. On peut en trouver plus lorsqu'on parle par exemple de graines et de cultures hybrides. Donc ça, c'est des cas plus communs. Ayant dit ceci, il y a certains exemples sur le site web. J'ai posté le lien dans le chat. Donc il y a une partie qui explique les enchères expérimentales et il y a des exemples d'enchères qui sont utilisées pour les récoltes propagées végétativement sur le terrain. Alors, dans le cadre du Lao, nous sommes en train de construire un modèle qui travaille avec les acteurs du secteur privé, des usines d'amidon, de manioc, hein, et ces usines veulent entrer dans le système de semences propres, hein, mais il y a zéro information sur les prix du manioc. Donc, dans le cas du Lao, ces données vont être utilisées pour évaluer euh, si les semences propres, hein, peuvent coïncider avec ce que les personnes sont prêtes à payer. Alors, voici une question de Carl Wall. Quelles sont les options pour euh, valider les enchères avant de planter, après de planter? Donc, ça, c'est quelque chose que nous avons pris en compte aussi. Je dirais qu'en général, il y a différentes pratiques. Une des pratiques qui est en train de gagner du terrain est l'utilisation de shops expérimentaux ou des endroits pop-up pour vendre des semences, hein. Un mois après que les enchères soient faites, nous sommes allés à deux villages où nous avions conduit les enchères avec et en fait, nous avons fait un exercice de vente pour savoir comment ils pouvaient rencontrer les résultats de l'enchère, hein. Donc ça, c'est une façon pragmatique de valider les résultats. OK. Voici une question de Peter Mlay en Tanzanie. Alors, en Tanzanie, il y a un prix pré-identifié pour les matériels, surtout pour le manioc. Comment est-ce que les enchères expérimentales peuvent être utilisées dans ce cas? Merci, Peter. Très bonne question.
Alors, il y a certaines façons pour qu'une enchère expérimentale soit utilisée dans ce cas-là. Par exemple, de comparer le prix que les gens vont payer pour du matériel certifié et du matériel non certifié. Alors, dans ce cas, on demanderait est-ce que le prix du matériel certifié s'approche du prix du matériel incertifié avec certaines caractéristiques communes? Moi, je dirais qu'une approche plus sophistiquée serait de penser vraiment soigneusement au traitement qu'on veut comparer, au traitement de semences qu'on veut comparer. Donc, par exemple, peut-être que toutes les semences sont certifiées, mais elles varient dans certaines caractéristiques clés. Donc, par exemple, tu peux avoir que des semences certifiées, mais elles ont différentes couleurs de pulpe ou de chair. Et donc, tu peux exclure les autres variations comme la certification et tu peux voir s'il y a des différences dans les enchères en fonction de la caractéristique que tu fais varier. Ou ça peut être aussi la source de la semence. Est-ce que ça vient d'un vendeur grand ou est-ce que ça vient d'un vendeur petit? Est-ce que ça vient d'un vendeur qu'ils connaissent ou d'un vendeur qu'ils ne connaissent pas? Ok, nous avons deux questions et puis nous avons une seule minute pour y répondre. Nous avons Jean-Claude Chimiamana qui demande quels sont les points clés à considérer pour minimiser les influences négatives causées par certaines personnes dans les enchères de groupe. Oui, dans n'importe quelle enchère de groupe, hein, on est confronté à ce type de choses. Donc, on va avoir certaines personnes qui vont faire des enchères folles. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles on aime utiliser pour ce type d'enchères expérimentales des papiers avec des enveloppes fermées. Alors, dans les enchères silencieuses, les personnes ne peuvent pas voir ce que les autres ont enchéri jusqu'à après l'enchère. Et en plus, ils ne peuvent pas se parler. Donc ça, c'est une façon de minimiser les influences négatives autant que possible. Il faut que les personnes ne puissent pas se parler. Donc, dans les enchères, nous faisons beaucoup de blagues. Ne trichez pas, ne parlez pas avec votre voisin. Donc, c'est comme ça on encourage les gens à donner leur propre perception au lieu de parler avec d'autres personnes et conspirer. Et donc, ça, c'est très important, c'est de comprendre les stratégies que les gens ont pour conspirer, pour se parler et pour modifier les résultats. Une chose dont je n'ai pas parlé dans cette présentation, c'est qu'il est il est très, les gens utilisent aussi des enchères de deuxième prix ou troisième prix. Donc, le gagnant ne paye pas le plus haut prix, mais le deuxième prix le plus élevé. Et il y a des raisons statistiques pour lesquelles on a prouvé que quand on fait cela, on réduit la possibilité que les gens fassent des enchères très élevées ou très basses. Donc, avec cette stratégie, on s'assure que les personnes fassent des enchères plus réalistes. OK. Merci beaucoup, Eric. Tu as plus de questions provocatives qui viennent d'entrer, mais malheureusement, nous n'avons plus de temps. Donc, peut-être tu pourras y répondre par écrit. Merci beaucoup à tous de vous être joints à nous. On vous verra à demain à la même heure pour notre dernière séance dans le séminaire de la boîte à outils.